vous informe, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison d'actualité. Je vous informe déjà dès l'entame de ce journal que nous avons une invitée. Il s'agit de Lise Moualouké, directrice générale des Improve DRC, qui table dans le domaine de la formation professionnelle, essentiellement dans le numérique. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Je reviens à vous. Dans d'entrée des jeux, nous prenons la direction de la présidence de la République démocratique du Congo. Le président de la République sœur du Togo, Faure Gnassingbé Eyadema, a été désigné comme médiateur par l'Union africaine pour le conflit qui s'écoule à la partie orientale de la République démocratique du Congo et est arrivé ce mercredi à Kinshasa, de l'aéroport de Njili, où il s'est dirigé en cortège vers la cité de l'Union africaine, où il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant d'arriver à Kinshasa, il est passé par Luanda, mais en Angola, où il a échangé avec le président Joao Lourenço, qui a cédé les processus autour de paix de la partie est de la République démocratique du Congo, allais-je dire. Nous reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Toujours en présidence, il s'est tenu hier à la cité de l'Union africaine et sous la guidance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une réunion de crise qui a planché sur les inondations qui ont secoué la ville de Kinshasa sous cette saison de pluie. Retenez que plusieurs personnalités y ont pris part, notamment les gouverneurs de la ville de Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias et celui de la Santé. La suite avec nos confrères de la presse présidentielle. Je voudrais très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Comme annoncé dans l'allocution du chef de l'État à l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature le 7 avril dernier, une cellule de crise a été mise en place à la suite des inondations causées par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Dans l'optique de mettre en place des mécanismes pour éviter pareils désastres à l'avenir, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu ce mardi avec les animateurs de cette cellule de crise. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements La cellule a été réunie hier par la Première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Désormais, des mesures efficaces seront prises pour une meilleure anticipation des risques de ce genre. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui comptait en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme, pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent,
parce que le comité, la commission va continuer de travailler. On va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire « nous, nous sommes protégés politiquement » ou « nous, parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées ». Signalons que dans la nuit du 4 au 5 avril dernier, des pluies diluviennes avaient endeuillé plusieurs familles à Kinshasa, causant des morts et de nombreux dégâts matériels. Nous prenons la trajectoire de la République sœur du Congo-Brazzaville où se tient depuis le 15 avril dernier la 16e réunion de conférence de présidents de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Allez-je dire, ces assises témoignent de l'engagement en faveur de la coopération de pays francophones et du renforcement de la démocratie. Porteur du message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde, président du Sénat congolais, précise que la RDC tient à partager une politique de chaise vide, refuse de partager la politique de la chaise vide. Suivez Jean-Michel Sama-Lukonde dans un extrait choisi par Pascal Lekolo. Tenu effectivement ici à Brazzaville la 16e session de l'Assemblée interparlementaire francophone, section Afrique. Et la République démocratique du Congo est venue ici à Brazzaville dans une double représentation d'abord de l'Assemblée nationale et du Sénat pour marquer notre présence à cet événement, mais surtout répondre aux instructions nous données par son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dire d'abord que nous ne pratiquons pas une politique de chaise vide. Et puis partout et sur toutes les scènes diplomatiques, nous faisons entendre notre voix. Bien sûr, nous avons échangé sur les questions qui concernent cette communauté de l'Assemblée parlementaire francophone, mais surtout nous sommes revenus sur cette situation de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, situation que nous déplorons et situation qui est condamnée aujourd'hui par tous grâce à cette diplomatie agissante de son Excellence Monsieur le Président de la République pour demander à ce que, au niveau aussi de cette communauté, on puisse prendre en compte non seulement les différents processus dans lesquels nous sommes engagés, l'appui des sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23, mais surtout l'appui sur la résolution 2773, que tout cela soit repris dans le communiqué final et que nous ayons cette solidarité de cette communauté où c'est vraiment une diplomatie parlementaire qui agit et demander à ce que nous puissions avoir toute la solidarité de cette communauté. Donc nous partons ici en nous disant que nous allons poursuivre cet élan avec bien sûr cette Assemblée parlementaire francophone section Afrique où nous discutons aussi des questions qui concernent l'Afrique. Et c'est un travail que nous faisons conjointement avec l'Assemblée nationale où ici nous avons eu cette belle délégation qui a accompli ce travail qui va se poursuivre encore avec une rencontre avec les présidents des Sénats de la francophonie qui devraient se retrouver ici demain à Brazzaville et dans d'autres assises qui vont encore venir prochainement. De la République populaire du Congo, nous prenons la direction de Burundi où a séjourné les députés nationaux, médecins qui bouclent d'ailleurs leur mission humanitaire par les consultations gratuites au site de Guiharo où a également placé le réfugié congolais ayant fui les affres de la guerre d'agression rwandaise imposée à la RDC. Suivez. Médecins venus de Kinshasa sous l'impulsion du speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamerhe, poursuivent non sans peine leur consultation médicale gratuite de réfugiés congolais au Burundi. Si la première consultation était dans des sites de transit, dans l'optique d'atteindre un plus grand nombre de réfugiés, cette consultation-ci a pris place dans un site plus imposant que les deux premiers et avec un statut différent de précédent, c'est lui, le site de réfugiés de Guiharo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, niché au fin fond de la province de Rutana, proche de la frontière avec la Tanzanie, à près de 200 km de Bujumbura. Y parvenir n'était pas une mince affaire.
Bravant la pluie, la route et les 6 heures de temps qu'il fallait pour y arriver, les députés nationaux, portés par l'humanisme et l'altruisme, ont réussi ce pari. Face à eux, un site de près de 15 000 réfugiés jonché de hangars. Comme partout, l'accueil respirait la joie de retrouver ses compatriotes. Sans trop attendre, les 5 élus nationaux médecins ont procédé aux consultations gratuites de malades atteints, pour la plupart, des maladies chroniques, pendant que les 2 autres élus, eux, ont procédé à une toute autre forme de consultation, celle qui avait pour objectif de récolter les desiderata des populations déplacées. La famine, le manque de médicaments et des soins appropriés, le désir de regagner leur pays d'origine sont là le problème le plus soulevé. Comme partout ailleurs, la besace pleine de dons du bureau de l'Assemblée nationale congolaise que dirige le professeur Vital Kamerhe, le député national reconnaissant de bienfaits du gouvernement burundais ainsi que du HCR et ses partenaires envers ces déplacés congolais ont avec un cœur heureux remis des dons en médicaments et kits médicaux à l'administrateur du site représentant le gouvernement burundais. Je viens à cette dépêche, je dirais, c'est off du ministère des Affaires étrangères en marge de la réunion du Conseil de sécurité consacré à la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kwaikwamba Wagner, a rencontré ce mardi à New York plusieurs représentants permanents des États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces échanges ont porté essentiellement sur 3 priorités majeure, à savoir la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC, les initiatives régionales et internationales de paix et la nécessité pour les conseils de sécurité d'évaluer la résolution 2773 adoptée à l'unanimité il y a 6 semaines de cela. Signalons cependant que ce mercredi à 15h, heure de New York, aux 21h de Kinshasa, la ministre des Affaires étrangères prendra part à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée essentiellement à la situation dans la région de Grand Lac. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Je reviens à vous, Madame Lise Moualouké, directrice générale des INPROUV DRC. Alors, vous avez organisé les dimanches, le 10 avril dernier, allais-je dire, au Silikine Village à Kinshasa, une matinée. Quel a été le mobile de cette dernière, mais aussi quels outils spécifiques qui vous ont servi lors de cette matinée des formations avec le juriste, et comment pensez-vous qu'ils peuvent améliorer l'efficacité des avocats ici en République démocratique du Congo? Ça fait une batterie de questions, mais je sais que vous allez vous en sortir. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Ben. Je commencerai par vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez de parler de nos activités et principalement de celle du 10 avril. Ok, de quoi il s'agissait? Il s'agissait juste de rassembler les avocats, les juristes d'entreprise et aussi quelques étudiants de faculté de droit pour discuter, parler autour du sujet l'intelligence artificielle. Donc la matinée, il y avait deux parties. Il y avait une première partie, un atelier pratique où il fallait présenter aux avocats cet outil qui est l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'ils peuvent pratiquement l'appliquer dans la profession. Et la deuxième partie, c'était un panel où on avait des spécialistes, des experts qui ont parlé de l'automatisation des tâches, les défis, les opportunités, du cadre légal. On avait même un invité spécial du Sénégal, Maître Sarr du barreau du Sénégal, qui a aussi parlé de l'implémentation de l'intelligence artificielle au Sénégal et en Afrique en général. Alors, en gros, c'était ça. Votre dévolu sur les avocats, et pourtant il y a une pléthore de professions ici en République démocratique du Congo. Bon, il y a deux raisons principales. La première, c'est tout naturellement, je suis juriste de formation, quoique je ne suis pas lancée dans la profession. Et en tant que juriste de formation, je suis particulièrement touchée par les enjeux que représente la profession. Et aujourd'hui, je suis en train de diriger une société de formation qui emmène des solutions, qui est dans le numérique, comme je crois que je l'ai dit au départ, et qui accompagne aussi dans l'adoption des nouvelles technologies, des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle. Donc, étant conscient de l'enjeu que représente cette profession d'avocat, étant conscient de la place de la justice dans une nation, et on se dit, présentons aux avocats cet outil
qui peut les soulager dans la pratique, mais qui doit être utilisé intelligemment. Donc, il était question de donner la parole aux avocats et tous ceux qui sont de la profession pour qu'ils posent des questions sur leurs craintes. Il y a des risques, il faut le souligner, ils doivent maîtriser les risques pour une meilleure implémentation de cet outil. Alors, quelles sont justement les principales préoccupations éthiques que vous anticipez concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la profession, je dirais, si vous me permettez, juridique? D'accord. Il y en a plusieurs, mais je vais parler des principales comme vous avez demandé. Premièrement, on va parler de la protection des données. Comme on le sait tous, tout dossier que l'avocat traite est censé être confidentiel. Nous apportons cette solution qui est l'intelligence artificielle qui va demander à l'avocat de fournir des informations à cet outil afin d'avoir de retours. Est-ce que ces données sont protégées? Est-ce que la confidentialité est assurée en utilisant l'intelligence artificielle? Donc nous avons, pendant cette matinée, répondu à ces questions-là. Donc il y avait des avocats qui utilisent déjà des IA dans la pratique, qui ont répondu à toutes ces questions-là. Nous avons aussi, deuxième enjeu, c'est question de responsabilité en cas d'erreur. Parce que quand l'intelligence artificielle répond, il est déjà écrit qu'il y a des possibilités d'erreur. Maintenant, en cas d'erreur, qui est responsable? Est-ce que l'avocat peut des responsabilités pour dire non, c'est mon assistant IA qui a répondu? Et puis, troisièmement, on peut parler de questions d'équité. Au fait, ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas encore développé d'intelligence artificielle ici, localement. Et les informations qui ont été fournies à la machine, je vais le dire comme ça, proviennent d'autres pays qui n'ont pas forcément les mêmes règles morales que nous. Oui, par exemple, je vais dire l'adoption du mariage homosexuel, par exemple. Il y a dans certains pays, j'ai suivi récemment que même certaines églises ont déjà adopté. Et ici, ce n'est pas encore fait. Est-ce qu'un avocat qui interrogerait l'intelligence artificielle sur ces questions-là, il y a possibilité que l'intelligence artificielle soit influencée par les algorithmes. Donc, ça veut dire que les informations qui ont été stockées. Donc, c'est aussi, c'est un risque, c'est un enjeu qu'il faut mettre sur la table qui appelle une autre solution. Nous devons développer des solutions en interne. Je vous garde encore dans ce plateau, Madame Lise. Je prends la direction de la province du Haut-Katanga, où la coordination des notables katangais fustige les attaques contre le Monseigneur Fulgence Muteba, président de la Cinco. Dans un message lu ce mercredi par l'un d'entre eux, ils encouragent les démarches entreprises par l'Église catholique et l'Église protestante pour restaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait qui vous est comme cela choisi par Pascal Lokolo qui revient exactement sur cette question. De soutien et d'encouragement des notables katangais à son éminence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Cinco, Fulgence Muteba Mugalu. Katangaises et Katangais, chers frères et sœurs, le danger est imminent. C'est pourquoi nous, les notables katangais, représentants des vivants et des morts de notre espace katangais, avons décidé ce mardi 15 avril 2025 de publier ce message fort de soutien et d'encouragement à l'endroit de son éminence, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Cinco. Ce message s'adresse également à vous, filles et fils du Katanga, à la nation congolaise et à la communauté internationale que nous prenons à témoin. Nul n'ignore qu'en plus de 30 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, a connu des milliers de morts et de disparus causés par les affres de la guerre et de l'insécurité généralisée. À ce jour, aucune solution durable n'a été trouvée. C'est dans ce contexte dramatique que la Cinco et l'ECC se sont levés dans un engagement collectif pour proposer une démarche citoyenne en faveur d'une paix durable, fondée sur l'unité, la cohésion nationale et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Ce travail important des pères spirituels s'articule autour d'une réflexion profonde intitulée « Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les pays des Grands Lacs ». Ce pacte constitue une boussole méthodologique et philosophique
pour l'atteinte des résultats concrets. À titre de rappel, son éminence, Monseigneur Fulgence Moteba Mogalou, n'en est pas à sa première initiative de réconciliation. Le 22 mai 2022, il avait organisé une grande rencontre de réconciliation entre les filles et fils du Katanga, favorisant ainsi un climat d'harmonie fraternelle retrouvé. On en vient au sommet mondial 2025 de la Fédération pour la paix universelle, FPU en sigle. C'est tenu à Séoul, nous sommes comme c'est là en Corée du Sud, du 11 au 13 avril. Cet événement qui a rassemblé des dirigeants politiques, de parlementaires, de chefs religieux et des représentants de la société civile du monde entier avait pour but de promouvoir une paix durable fondée sur le dialogue interreligieux, interethnique et interparlementaire. Là sont l'essentiel de ces sommets avec Polydore Ongaziami dont on s'est condensé. Regardez. Au 13 avril 2025 à Séoul, en Corée du Sud, par la Fédération pour la paix universelle, FPU, ce sommet s'est déroulé autour du thème « Aide et prospérité » avec des programmes significatifs tels que la cérémonie de remise du 6e prix Sunak pour la paix à 3 lauréats par la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Hak Ta-han Moon, le lancement de la conférence des présidents des parlements et le forum de l'Union Asie-Pacifique. La première journée, celle du 11 avril, a été essentiellement marquée par des interventions des hautes personnalités sur le dialogue et la coopération internationale en faveur de la paix. Introduit par le secrétaire général de la Fédération, le président de cette plateforme, Dr Yang Chang-shik, a pris en premier la parole pour évoquer la situation sécuritaire actuelle dans la péninsule coréenne, situation caractérisée par les tensions entre les deux Corées et la nécessité d'instaurer des relations de coopération fondées sur la dépendance mutuelle pour atteindre une paix durable. J'ose affirmer que sans paix sur la péninsule coréenne, il ne saurait y avoir de paix en Asie du Nord-Est ni de paix mondiale. La paix sur la péninsule coréenne constitue le monde entier. Afin d'atteindre cette paix, la Corée du Nord et la Corée du Sud doivent surmonter leurs confrontations hostiles et les deux pays doivent instaurer une relation de coopération. De son côté, l'ancienne conseillère principale au bureau des affaires religieuses de la Maison-Blanche, Paula White, a exprimé sa pleine foi à la réunification de la péninsule coréenne. Le rêve de beaucoup, non seulement en Corée, mais dans le monde entier, reste la réunification pacifique de la péninsule coréenne. La réunification semble être un rêve impossible, mais elle est possible car Dieu vit encore parmi les hommes et les femmes. Ici est de savoir que cette session inaugurale du sommet mondial 2025 a été plus particulièrement préparée pour commémorer le 80e anniversaire de l'ONU, lequel coïncide avec celui de la libération et de la division de la péninsule coréenne. Pour l'ancien premier ministre du Pakistan, Youssouf Raza Gilani, ce sommet est une occasion inestimable de réfléchir aux défis communs, d'explorer les opportunités partagées et de tracer une voie de transformation vers un monde pacifique, harmonieux, durable et prospère pour les peuples. Comment avancer ensemble ? C'est la question qu'il faut se poser, a mentionné l'ancien président nigérian Jonathan Goodluck. En ce moment où le monde est marqué par l'insécurité, le changement climatique, les difficultés économiques et les troubles sociaux. Selon lui, chacun doit s'engager à faire ce qui est juste. Agir de manière juste est le gage d'un avenir radieux. Pour Newt Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants des USA, il faut la réconciliation. Vision partagée par l'ancien président de la Serbie, Boris Tadic, qui estime que la paix est une valeur qui nécessite la réconciliation, la voie vers une stabilité réelle. Pour Signe Zeikate, première dame de Costa Rica, il faut choisir la coopération plutôt que la division. Conclusion, avec l'ancien président du Guatemala, Morales Jimmy, la crise mondiale actuelle met le monde au défi d'agir avec urgence, responsabilité et vision d'avenir. La paix durable ne sera possible que si le monde construit des alliances, ce qui l'a amené à appeler les dirigeants à s'engager à contribuer au renforcement des alliances internationales pour la paix et le développement. Il faut souligner que ce sommet, dans ces 2 jours qui ont suivi l'ouverture, a été marqué par le festival de bénédiction des mariages par Dr Hak Ta-han Moon, appelé aussi Mère de la Paix. Un événement appelé Yeonjeong Cosmic Blessing tenu au nouveau bâtiment Cheongshim Peace World Center. Cette bénédiction symbolise l'engagement des couples envers des valeurs spirituelles et la construction d'une paix mondiale durable. Il a aussi été marqué par l'entrée officielle au palais Cheongwon-gung le 13 avril à Gapyeong, en Corée du Sud, mieux son inauguration
en tant que maison universelle de Dieu. Et au chapitre de réaction, invité à prendre part à ces sommets mondiaux 2025, l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, a évoqué dans son intervention la nécessité de procéder à la réforme du Conseil de sécurité en accordant plus d'opportunités à l'Afrique. L'extrait de son intervention vous est comme cela choisi par Polydore Ngaziami. Gardez foi en la paix et à un avenir meilleur pour tous. La paix, nous le savons, ne se limite pas à l'absence de conflit. La tolérance et le respect mutuel dans la justice et la solidarité. Et pour instaurer une paix globale et durable, il n'y a pas mieux que la prévention et l'inclusion dans la gestion des conflits latents ou ouverts. Pour ma part, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est le mécanisme de sécurité collective selon la charte de notre organisation, ce Conseil donc de sécurité devrait jouer un rôle plus décisif. Cela implique des mandats plus robustes là où c'est nécessaire. Je pense au Sahel en ce moment. Il faut déployer des moyens d'action renforcés et au soutien accru aux mécanismes régionaux, notamment en Afrique. Un autre défi de notre temps est de revitaliser le multilatéralisme pour une gouvernance mondiale internationale conçue dans le contexte de l'après-guerre, doivent évoluer pour mieux refléter les réalités du XXIe siècle. C'est pourquoi nous plaidons pour la réforme du Conseil de sécurité et une représentation plus équitable dans les institutions économiques, l'admission de l'Afrique comme membre du G20 et l'octroi au continent d'un troisième siège au conseil d'administration du Fonds monétaire international constituent des avancées que nous saluons, des avancées dans la gouvernance mondiale. Je reviens à vous, Madame Lise. Quel a été le feedback, sinon la réaction de participants qui ont pris part à cette grande messe que vous avez pu organiser le 10 de ce mois? D'accord, merci beaucoup. Il y a des indicateurs quand on organise des formations. Le premier indicateur, c'est le fait qu'aucun participant ne dorme dans la salle déjà. Et puis l'engouement, les questions qui étaient posées. Il y avait beaucoup d'interactions. On a même dû arrêter à un moment donné pour dire le temps, on va continuer après. Ça, c'était le premier feedback qu'on a reçu indirectement, l'intérêt des participants. Le deuxième feedback a été donné juste après la session où on a eu beaucoup d'avocats qui sont revenus vers nous, demandeurs de la prochaine session que nous annonçons. Nous allons organiser une prochaine session pratique avec Improve RDC. Et aussi, nous avons eu après des publications LinkedIn que nous suivons, des avocats qui nous remercient pour cette opportunité-là. Alors dites-nous, quelle est maintenant votre cible privilégiée, après les avocats bien sûr, parce que vous dites, vous en faites partie, voilà pourquoi vous avez estimé utile de commencer par les avocats. Alors, quelle est la cible maintenant d'Improve RDC, cette fois-ci au fin de tirer profit de votre expérience? Je fais référence à un domaine de prédilection. D'accord. Nous allons, à court terme, nous allons continuer avec ce domaine-là de droit, nous allons continuer avec les magistrats. Parce que là, il n'y avait que les avocats, comme j'avais dit, et les juristes d'entreprise. Nous n'avons pas touché à la magistrature, nous allons continuer avec les magistrats. Et après, nous allons prendre les professionnels de ressources humaines. Au mois de mai, déjà, la deuxième semaine du mois de mai, nous avons prévu et une matinée d'information suivie d'une session de formation de 4 jours. Ça, c'est vraiment dans un futur proche. Mais après, nous allons toucher toutes les professions. Je souligne que nous ne présentons pas seulement l'intelligence artificielle comme outil, nous sommes dans la formation professionnelle dans le numérique, mais parmi les outils, comme je disais, des technologies émergentes, nous mettons en avant l'intelligence artificielle. Alors dites-nous, en République démocratique du Congo, est-ce que les gens s'intéressent vraiment à l'intelligence artificielle?
Oui, ça dépend en fait des générations. Aujourd'hui, les jeunes, par exemple, à l'école ou dans les universités, utilisent l'intelligence artificielle, mais pas de la bonne manière. L'intelligence artificielle mal utilisée favorise un peu une paresse intellectuelle où on questionne sur l'élaboration d'un TFC ou d'un mémoire, c'est utilisé. Mais les autres, qui sont comme nous autres, hein, qui ont déjà plus de 40 et 50 ans, soit ils ne sont pas au courant, ou soit ils sont sceptiques pour dire non, ça va nous remplacer. Donc c'est un peu ça la situation. C'est pourquoi nous venons avec un message pour dire l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain, mais plutôt les humains qui ne les utiliseront pas demain. Merci beaucoup, Madame Lise Moualouké. Je rappelle que vous êtes directrice générale des Improve RDC, qui table comme ça dans les domaines de formation professionnelle, essentiellement dans le numérique. Oui. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Au revoir.